Bon, on attaque enfin le plus intéressant. Donc, il me reste quelques vidéos à vous faire sur tout ce qui est aménagement. Donc, notamment ici parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses à changer. Mais ouais, et puis home cinéma et bureau côté habitation, et puis un peu de déco. Mais là, les chantiers voitures, ça commence à s'accumuler, et puis moi j'ai envie de passer au chantier voiture aussi. Donc on va commencer par la Lexus. J'ai eu besoin de faire une évolution au niveau de la conversion éthanol que je propose, donc les kits injecteurs. Donc là, je filme l'intro, mais en réalité, tout est déjà filmé. Donc vous verrez quelques différences, notamment au niveau de l'admission. Donc je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Et j'inclurai le reste de tout ce qui est aménagement plus tard. Donc c'est parti. Après 20, ouais, à peu près 20 000 km depuis 3 ans que je l'ai. Donc en gros, j'ai fait un seul plein à l'essence avec, donc pour la ramener. Et après, je vais directement convertir l'éthanol. Donc là, je vais redémonter les injecteurs parce que je vais en essayer d'autres. Ils sont identiques, mais c'est pas la même référence. C'est simplement parce que les premiers que je mettais, ils étaient très rares à trouver. Donc là, j'ai trouvé une autre solution. Donc là, le but, ça va être de ressortir les injecteurs, voir dans quel état ils sont, ça, les joints, etc. Et puis, comme ça, je vais pouvoir remettre les nouveaux. Mais là, ça va permettre de voir dans quel état ils sont après avoir fait autant de bornes à l'éthanol. Le cache retiré. Donc, il y a un petit peu de bazar quand même pour l'époque là-dessous. Donc, le cache, il est là. Donc, les rampes d'injection, elles sont planquées derrière, là, derrière les faisceaux. Et le pire, ça va être ce côté-là. Bon, maintenant, j'ai l'habitude, j'en ai déjà fait quelques-unes en conversion. Donc, ouais, à peu près 2 heures de boulot, j'arrive à faire l'échange d'injecteurs. Donc, c'est parti. Les rampes d'injection sont démontées. Donc là, les faisceaux. Donc, on voit les trous d'emplacement d'injecteur, gauche et droite. Donc, j'en profite du coup pour ceux qui m'achètent des kits injecteurs, ça va peut-être faire office de tutoriel. Donc en fait, ce faisceau-là, donc là je le déconnecte son de température d'eau, papillon, donc comme ça permet de l'écarter. Ici pareil, ce connecteur-là qui vient en fait, il y a une patte qui est fixée sur le côté, ici. Donc je la mets de côté, donc là il y a le connecteur en face. Mis sur le côté, comme ça on peut l'écarter et de toute façon il n'y a pas le choix pour sortir la rampe. Au fond ici on voit l'arrivée d'essence, donc c'est une durite rigide. De ce côté là il y a un petit peu plus de monde, donc j'enlève cette durite là aussi, pareil à gauche, qui vient juste ici. La grosse de dépression pareil, qui vient là, et à droite, hop, la ventilation de cache-culbuteur qui vient derrière là, ici. Le faisceau, c'est pareil, je le dévisse, donc il y en a 2 là, une ici, une ici, une ici, une ici, 4 petites vis, une autre ici. Celui-ci aussi dévissé, déconnecté là, de façon à pouvoir en fait tirer sur le faisceau. Et en fait, il faut le passer ici par-dessus le crochet. Comme ça permet de l'écarter en même temps. Ensuite, on retrouve la durite rigide derrière. Donc c'est la même que de l'autre côté. Tout ça pour sortir les 2 rampes. Donc on retrouve du coup les arrivées d'essence gauche et droite. Donc ils sont vissés. Donc là c'est les clés de 22. Clés mixtes, ça vient assez bien. On arrive à avoir l'angle nécessaire pour les dévisser.
les 4 écrous de fixation des 2 rampes. La différentes vis de fixation qui est enlevée. Ça, c'est un support qui est à retirer pour faire de la place. Et puis, bah, du coup, on se retrouve avec les rampes. Avec les injecteurs. Alors bon, j'ai envie de dire l'idéal, c'est de les retirer avec les injecteurs. Ce qui va certainement se passer, c'est que il va y avoir quelques bus comme ça à rester dans les logements. Ça malheureusement, on peut pas trop y faire grand-chose. C'est simplement que ça s'est resté collé. Si ça arrive, faut mettre du WD-40 dans le trou. Comme ça lubrifie en fait le joint ici. Tourner la buse et après essayer de l'extraire avec une pince Circlips. Il n'y a pas d'autre meilleure solution que ça malheureusement. C'est ce truc chiant qui peut se passer dans cette conversion en fait. Et puis, bah, du coup, moi je vais monter ça pour voir l'état, pour changer les injecteurs, mettre, la nouvelle version, la tester sur la mienne, voir si tout va bien. Et bah, du coup, je suis plutôt satisfait. Donc, comme j'avais dit, j'ai fait 20 000 km en 3 ans avec. Donc, que de l'éthanol à 85. Ils sont tout à fait en état, joint, buse, encore souple. Donc bon, ça fait que 20 000 km, tu me diras, mais ça aurait très bien pu, si c'est pas compatible, ce serait déjà en mauvais état. Les rampes, c'est pareil. Je sais qu'il y a certaines versions, alors l'IS 250, les phases 1 où les rampes s'oxydent. On va peut-être pas très bien voir, mais là, il n'y a aucun souci. Les rampes, elles sont nickel, il n'y a pas de trace d'oxydation à l'intérieur. Donc les rampes, c'est bon. Et du coup, donc moi, en fait, j'ai aussi voulu démonter pour voir, parce qu'en fait, elle me fait des soucis à l'accélération. En fait, quand je donne des petits coups comme ça à l'accélération, on sent qu'elle peine, en fait. Il y a un souci, il y a un souci d'injection. Donc, premièrement, je me suis dit, la pompe à essence qui est dans le sac, ou filtre à essence bouché. Flashback. Pour accéder à la pompe, donc ça va se situer ici, sur à peu près toutes les Lexus que je connais. Donc les IS, les GS et les LS, donc génération 2000-2006, ça va se situer là. Alors c'est tout simple, on vient d'éclipser en fait la banquette, comme ça, et ce serait une IS ou une GS, il n'y aurait plus qu'à retirer l'ensemble, mais vu que là c'est une LS, il y a un connecteur en plus qui était ici, là, relié là, donc là je l'avais déjà enlevé. Donc ça c'est pour le siège chauffant, donc faut se méfier de ça avant de retirer et de tout arracher. Et du coup la pompe à essence elle va être située là-dessous, donc bloc pompe et filtre, crépine, et il y a une autre trappe de l'autre côté, donc là on n'en a pas besoin parce qu'en fait le réservoir est en deux parties. Et l'autre côté en fait ça permet d'accéder à justement à l'autre poche du réservoir. Donc ici on a 3 vis en plastique et 3 écrous en plastique. Ils sont pas forcément accessibles et du coup même pour sortir la pompe de toute façon ça va être nécessaire. On peut jouer avec le réglage du siège pour accéder plus ou moins facilement aux écrous. Voilà, la trappe. Et derrière on se retrouve avec le connecteur qui est pas ultra évident à
retirer. Voilà, donc en fait là il y a un clips, faut appuyer dessus pour déverrouiller et après on tire dessus. Faut juste arriver à se débarrasser de la trappe pour qu'elle gêne plus. Ça. Hop. Voilà, ça peut aller sur le côté. Quelque part où ça gêne pas, voilà. Donc du coup, là il y avait le connecteur, ici c'est la sortie d'essence, et il n'y a pas de retour. Donc ça c'est normal. Donc on enlève le clip jaune. Donc là ça va vraiment être la même chose pour les IS et les GS, hein. C'est vraiment les mêmes conceptions. Celui-là il est un peu dur. Voilà. Il faut le retirer complètement. Tac. Après, on tire sur la durite. Attention aux éclaboussures, on y va tranquillement. Là. Donc ça va couler un petit peu, c'est normal. Après, on attaque. Donc là, il y a des petites vis de 8 sur le tour qui fixent le bloc au réservoir. Et ensuite, alors on décale la petite durite pour pas qu'elle gêne. Sur le côté. Et ensuite, on peut retirer la plaque. Et ensuite, l'ensemble bloc pompe filtre. Alors il y a une manière bien particulière de le faire parce que du coup il y a le flotteur. Ici, bien faire gaffe, il y a la durite en fait qui vient de l'autre partie du réservoir. On peut le faire à la main pour enlever le clips. Il est pas très dur. Et la durite c'est pareil. Ça glisse un peu avec l'essence. Là. Hop. Et on retire l'ensemble. Alors bien faire gaffe au flotteur parce qu'il peut se prendre dans le réservoir. Voilà. Ce que je conseille c'est de boucher les trous, comme ça il n'y a rien à couler. Et voilà, donc le bloc pompe, filtre, crépine et la jauge de niveau. On va aller sur l'établi. Hop. Voilà. Alors maintenant la phase 2. Bon là ça va être triché parce que du coup elle est vidée. Et j'ai déjà tout préparé. Tac, la durite. Voilà, voilà. Je mets ça à côté. Et le bloc. Donc là la durite je l'avais déjà enlevée, tout est prêt. On va gagner du temps. Hop, du coup, bon c'est par précaution, on va faire remettre ça. Donc, phase 1, phase 2.
Alors moi, ce que j'ai envie d'essayer, c'est directement en fait mettre ce bloc là, voir si ça règle le problème. J'ai un filtre neuf que je peux lui mettre, mais je veux déjà voir en fait si je sais que ça fonctionnait bien, la phase 2 elle fonctionnait bien avec celui-ci. Donc théoriquement, si mon problème vient de quelque part ici, que ce soit pompe ou filtre encrassé, le fait de mettre celui-ci, ça devrait régler le problème. Donc je vais mettre le bloc en complet, de toute façon c'est compatible. Donc on va déjà voir ce que ça donne, et si ça améliore la chose, et que ça se redégrade encore dans le temps, et ben du coup je me pencherai un peu sur le sujet, pour savoir si c'est les filtres qui merdent, si c'est la pompe qui merde, le fait de tourner à l'éthanol. Alors le remontage du coup. Faut replacer l'ensemble dedans, choper la durite, la remettre sur le bloc. Hop, le clips. Et on remet l'ensemble dans le réservoir. Au niveau orientation, en gros, la durite elle vient là, le connecteur elle vient là. Donc là c'est à peu près bien orienté. Et de toute façon, pour vraiment être précis, les deux trous là ils servent avec les deux petits tétons qui sont là pour venir se caler. Et après on vient placer ça au niveau des trous. La durite elle fait chier. Là. Hop. Et voilà. Donc en fait l'orientation elle est définie directement. Hop. Il n'y a plus qu'à remettre les vis. Alors ça m'est déjà arrivé de faire tomber une vis. Alors je pense qu'avec un coup de pas de chance, elle pourrait ne pas tomber complètement. Mais moi j'avais eu de la chance, elle était tombée au sol. Donc faut vraiment faire gaffe à pas les perdre. Elles sont vraiment toutes petites. Alors pour ce qui est de l'odeur, je conseille d'ouvrir, faire en courant d'air, faire ça en extérieur, etc. Alors ça sert à rien de les serrer comme un barge. On a juste besoin d'un maintien, il n'y a pas de contrainte mécanique. Ça fait cette étanchéité et puis ça peut être très facilement foiré aussi, donc faut se méfier. Voilà, check. Voilà. Hop, je ramène mon connecteur, la tôle. Le petit clips de la durite. Surtout pas l'oublier. Si on l'oublie, avec la pression, la durite elle se barre, toutes les sens part dans le vide. On tombe en panne, ça peut être un risque d'inflammation. Bon là c'est des écrous plastiques, il n'y a pas besoin de serrer ça non plus fort. Hop, je vais me laver les mains et je remets la banquette. Bon, opération inverse, il n'y a rien de particulier. On retire la coudoir. Et alors, en fait, ces deux parties-là, en fait, elles vont venir dans le dossier, là. Et je pense pas que vous allez le voir, mais là-bas. Et en fait, il faut venir la mettre comme ça.
Donc pas oublier le connecteur. Faire gaffe aux ceintures, que ce soit relevé. Le connecteur. Alors, normalement, voilà, je peux le faire d'ici. Hop. Et on est clipsé. Et du coup, voilà. Bon, moi c'est remonté. On n'a plus qu'à aller l'essayer, voir si ça a changé quelque chose. Et let's go. Fin du flashback. Donc ça, c'était pas le cas parce que du coup, j'ai essayé le bloc filtre pompe de la phase 2 et c'est exactement pareil. Autre hypothèse, c'était au niveau des injecteurs. Bon, bah là, ils sont nickel, donc c'est pas le cas. Et il va rester une dernière hypothèse, c'est ici. Donc j'ai une admission directe qui était présente sur la voiture quand je l'ai achetée. Et du coup, le débitmètre, il est juste là. Alors mon hypothèse, je sais que ça peut se passer comme ça, c'est que lui, avec l'emplacement direct ici, le flux d'air, il est pas tout à fait bien mesuré comparé à l'origine. Donc du coup, il envoie pas la bonne information au calculateur pour, que le calculateur injecte la quantité d'essence nécessaire pour la combustion. Donc voilà les nouveaux injecteurs qui sont prêts à monter. Même principe que les anciens. Je vends du coup, joint neuf, buse neuve, crépine neuve. À la différence des anciens par contre, c'est pas les mêmes connecteurs que d'origine sur le moteur. Alors vu que j'ai perdu le fichier du montage des injecteurs, parce que c'est la merde pour récupérer les vidéos de mon téléphone, pour ceux qui vont installer le kit à l'avenir. Je vais quand même vous montrer la partie changement des connecteurs, parce que c'est important. Donc ça, c'est le connecteur d'origine de la voiture. Et en fait, il y a ce petit verrou là en plastique qui est à l'intérieur. Donc en fait, il faut le retirer. Et ça permet d'avoir accès derrière au verrou des pins qu'on voit ici et là. Et en fait, il faut venir les soulever. Il faut venir les soulever et après tirer le fil au fur et à mesure. Donc l'un après l'autre. Ça, c'est la nouvelle version des connecteurs pour les nouveaux injecteurs. Ceux-là, donc en fait, c'est un peu le même principe. On vient déverrouiller en retirant la partie blanche. Et on se retrouve avec le même principe. Il faut venir, donc là je vais pouvoir vous montrer correctement, il faut venir en fait ici, juste là, soulever, et après on tire le fil. Ça vient libérer le fil. Je vais le refaire une deuxième fois avec l'autre. Alors faut y aller tranquillement avec un tout petit tournevis plat, prendre son temps et avec un bon éclairage pour savoir ce qu'on fait parce que si on se foire trop souvent, en fait on vient abîmer le plastique et après on n'a plus rien pour s'agripper et les soulever. Autre info, quand on fait le transfert, alors c'est pas une obligation, mais bon, c'est quand même mieux de faire tel que c'était d'origine. Il y a deux fils, en fait, il y a un plus, un moins. En réalité, un injecteur, c'est pas polarisé, en tout cas sur le 3UZ. Donc, s'il y a une inversion, ça fonctionne quand même. Mais bon, je vous conseille quand même de faire en sorte que le plus et le moins se retrouvent toujours au même endroit. Donc sur la voiture, ce ne sera pas forcément du rouge et du noir.
C'est de la couleur un peu spécifique, étant donné qu'il y a 8 injecteurs quand même, pour s'y retrouver. Et après, pour le remontage, là, en fait, où il y a les verrous, au-dessus là, il faut que ce soit le côté où il y a ces trous-là. Ces trous-là, qui sont pas présents de l'autre côté. Il faut qu'ils soient du côté où il y a les verrous. Donc là, les verrous, ils sont en haut. Là, j'ai mes 2 trous. Et je remets dedans. Donc là, le connecteur, il est remonté. Et après, on remet le verrou. Et voilà, le connecteur réassemblé. Donc ça, c'est le nouveau connecteur, donc qui sera fourni avec chaque kit et du coup correspondant aux nouveaux injecteurs, comparé à l'ancien. Donc les pins de chaque sont exactement les mêmes, il n'y a pas de souci. Il y a simplement la partie plastique à changer, le corps plastique. Remontage des injecteurs. Pas oublier la petite goutte d'huile sur le tour des joints toriques pour pas qu'ils s'arrachent et qu'ils se mettent plus facilement avant de les remonter. Bon, on se retrouve du coup à bord. Là, je suis sur le retour d'une petite balade de plus de 300 bornes. Ça va permettre de vraiment valider le montage des nouveaux injecteurs. Et bah, du coup, que je valide. J'ai checké les corrections de lambda, c'est comme avant, c'est correct. Pas eu de code défaut, quoi que ce soit. Elle tourne pareil qu'avant, exactement pareil, donc aucun souci pour les injecteurs. Autrement, alors ça je vais y revenir quand je serai arrivé, parce qu'il faut que je vous explique des choses. Mais du coup j'ai remis l'admission d'origine et le 4-back, enfin même pas, c'est les silencieux arrière d'origine. Alors les silencieux, bon, ça n'a aucun impact sur le comportement de la voiture. Par contre, l'admission, j'avais une petite théorie. Je voulais remettre celle d'origine en fait parce que je l'avais acheté avec une admission directe InGen. Mais le problème en fait, c'est que ça respire tout simplement l'air chaud de l'AB moteur. Bon, il y aurait moyen de se démerder pour remettre en fait la prise d'air frais d'origine. Mais il y a quelque chose qui me chiffonnait un peu. Alors autant j'aime bien le bruit forcément parce que du coup on entend le bruit rauque bien caractéristique du V8, ça chante vraiment bien. Mais le problème, donc ça je vais vous l'expliquer une fois que je serai arrivé parce qu'il faut que je vous montre en direct. Je me disais qu'en fait ça affectait un petit peu le comportement du moteur. Et en réalité, bah, c'est le cas. Là, je l'ai très rapidement constaté. Pour exemple, quand j'ai redémarré la voiture, au moment de la déplacer, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai mis en drive, en fait, elle bougeait pas. La boîte était bien engagée, mais elle bougeait pas. Et c'est qu'au bout d'avoir roulé un petit peu, en fait, tout s'est revenu à la normale. Deuxième chose, elle est plus fluide dans son comportement, à la réaccélération, au passage et vitesse, rétrogradage, donc montée, descente des rapports, quand on enclenche le régulateur, quand on le retire, voilà, elle est plus fluide. Donc ça, je vais revenir sur les raisons quand je serai devant la voiture. Et ouais, globalement, elle se comporte bien mieux. Donc ma théorie était bonne. Donc satisfait de tout ce qui a été fait. Bon, les injecteurs, ça sert à rien changer.
l'échappement, là c'est qu'une question de bruit, de confort. Et ouais, l'admission satisfait. C'est vrai que je perds le bruit. C'était vraiment cool d'avoir le bruit bien rauque du V8 qui chante bien. Ça, je verrai si je peux faire quelque chose pour éventuellement modifier l'admission d'origine et retrouver un petit chant de V8 sympa. Mais ah si, ouais, autre chose, l'indication de la conso moyenne qui est comme avant. Donc là, par rapport aux injecteurs, ça donne une bonne indication comme quoi ça n'a pas bougé. Donc tout va dans le bon sens, quoi. Donc ouais, je vais vous faire une petite explication, le petit topo technique devant la voiture, parce qu'il faut que je vous montre des choses. Donc on va se retrouver devant la voiture. Autre chose aussi qu'elle me faisait, et ça je m'y attendais pas vraiment, c'est quand elle passait les vitesses, donc de la 2 à la 3, en fait elle passait la 3e, juste après la 2e, et donc elle passait la 3 et elle revenait tout de suite en 2, comme si en fait elle se disait bah non en fait je suis mieux en 2, j'aurais pas dû passer en 3. Donc ça c'est pas un comportement normal de la boîte. Et je me disais, ça venait plus d'un souci de boîte qu'autre chose. Et bon, ça j'y reviendrai parce que du coup j'ai des choses à faire sur la boîte. Donc je pensais régler ce problème-là avec ce que j'ai prévu de faire sur la boîte. Et au final, non, ça vient du moteur. Et plus précisément, bah, du coup, de l'admission. Donc ça je vais revenir sur le côté technique. Et en fait, bah, du coup, j'ai plus cette hésitation du passage de la 2 vers la 3. Là, elle fait les choses correctement, quoi. Elle passe les vitesses au bon moment, etc. Il n'y a pas de souci. Donc ça, un petit peu surpris sans être surpris, honnêtement, au final. Surpris parce que je ne m'attendais pas à régler ce problème-là, mais pas surpris dans le sens par rapport au fonctionnement calculateur, moteur et boîte. La gestion, et ben je suis pas surpris. Donc ça c'est cool. Même au niveau des passages de vitesse, ils se font à des moments beaucoup plus cohérents, parce que je sais que avant j'avais été emmerdé, enfin j'étais emmerdé, oui, non, je trouvais qu'elle passait les vitesses trop tôt, beaucoup trop tôt. Ça c'était une durite d'air qui était fendue, donc il y avait une prise d'air. Donc ça a merdé au niveau de la carto, en fait le comportement de la voiture n'était pas comme il faut. Et là en fait c'est un peu le même principe. Et du coup je me retrouve avec ouais, un comportement beaucoup plus logique. Donc une chose de plus qui est réglée, ça c'est cool. Alors, pour la petite explication technique, du coup, ça se passe ici. Donc voilà, j'ai pas encore remis le cache moteur parce que je voulais d'abord tout valider avant de tout remonter. Donc là, je viens juste de rentrer. L'admission d'origine qui est de retour, du coup. La durite que je parlais, qui était fendue, j'avais remplacé par une neuve, c'est celle-ci. Et en fait, elle vient du cache culbuteur vers le collecteur d'admission après papillon. Donc le clapet du papillon il est ici, donc là on est après, donc là on est en dépression. Donc ici en permanence en fait ça aspire les vapeurs d'huile. Donc s'il y a une fuite ici en fait, ça veut dire qu'il y a une prise d'air. Donc prise d'air, donc ça veut dire que le moteur aspire plus d'air que le papillon ne l'autoriserait de base. Mais ici, c'est un papillon motorisé. Donc, le calculateur, lui, il a son régime de consigne de ralenti, qui est de 700 ou 750 tours, je ne sais plus exactement sur le 3UZ. Donc, lui, le calculateur, il va compenser. Il compense comment? Il compense avec le papillon motorisé. Donc, s'il y a un peu plus d'air à rentrer ailleurs que par le papillon,
le moteur, il va être plus haut en régime. Donc le papillon, il va légèrement se refermer pour compenser, pour revenir à sa valeur de consigne par le calculateur. Voilà, donc ça, c'est un circuit fermé. Sauf que la position papillon, du coup, elle n'est pas telle qu'elle devrait être de base, vu qu'il compense. Et du coup, derrière, ça influe sur le comportement du moteur. Donc, quand on se met à accélérer, partant du ralenti, relâcher les gaz et ainsi de suite. Donc du coup, le simple fait d'avoir, changé la durite, en fait, moi, ça avait pas mal changé son comportement. Donc elle était plus souple, moins d'à-coups quand on partait, voilà, quand on remettait les gaz et ainsi de suite. Ouais, c'était assez flagrant et du coup, en fait, je me retrouve avec le même principe avec le coup du débitmètre. Pourquoi le débitmètre? Parce que, lui, pour info, le calculateur, il s'en sert pour déterminer la charge, du moteur. Donc la charge, on peut plus ou moins dire en gros, c'est ce que nous, on demande, au moteur. Voilà, pour, essayer de résumer au plus simple et il passe par le débitmètre pour le savoir. Le débitmètre, il fait quoi? Le débitmètre, il mesure un débit d'air, l'air passant à travers. Donc, il connaît le calculateur connaît la quantité d'air moteur à passer, donc il fait son boulot, le calculateur, et il va demander aux injecteurs d'injecter, enfin de s'ouvrir tant de millisecondes, pour injecter tant de carburant en fonction de l'air admis et pour avoir une bonne combustion, ainsi de suite. Bon bref. Du coup, si, donc lui, c'est extrêmement important. Si la valeur est faussée, ça fout un peu le bordel dans le calculateur, même s'il peut compenser certaines choses. Hem En plus là, donc du coup, on a un papillon motorisé et une boîte auto. Donc c'est ces 2 éléments-là qui sont contrôlés par le calculateur en fonction de ce que le débitmètre envoie comme info, envoie comme, charge, indique comme charge moteur au calculateur. J'espère que je suis clair parce que c'est un peu le bordel entre tous les composants. Donc lui, c'est un capteur qui informe le calculateur et le calculateur, derrière ça, il va piloter les injecteurs, le papillon motorisé et la boîte auto. Donc si lui, il dit de la merde, et ben, le moteur, injecteur, tout ce que tu veux, en fait, la boîte, et ben, ça va pas fonctionner comme attendu, par la cartographie. Tout ça pour amener au fait que, de base, donc ça, quand j'ai acheté la voiture, j'avais cette admission-là qui était installée comme ça. Donc c'est bien en fait, ça fait une admission directe, ça chante bien, c'est de l'alu, c'est pas du plastique. Mais le souci, quand on regarde la forme, donc il était installé comme ça et le débitmètre, il est ici. Donc il est là, on l'imagine ici. Là, tu vois, il est là. En fait, il est juste avant un coude. Il est juste avant un coude et ce qu'il faut savoir, donc ça, je me base sur, mon expérience de l'époque de la Nistune, sur la S14. J'avais fait pas mal de recherches sur, tout ce qui était positionnement de débitmètre et cetera dans le circuit d'air et le problème de ça, c'est que l'air alors le mieux pour un débitmètre, en fait, c'est d'être, sur une surface, droite, relativement longue pour que le flux d'air, il soit, le plus constant possible. Là, le problème, c'est qu'on a un coude. Même s'il est après, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, quand le rayon est réduit, l'air, il s'accélère et là, l'air, il est ralenti. Voilà, c'est simplement par rapport au coude, au rayon de la courbure, en fait, à quel endroit on se positionne. Donc ce qui peut se passer alors d'une part, aussi, c'est le diamètre. Le diamètre, il est peut-être pas exactement le même que dans la boîte à air d'origine. Ça, honnêtement, je l'ai pas mesuré, mais c'est aussi une possibilité. L'air qui passe à travers, il est pas au lieu d'être, parfaitement droit, on sait exactement là, c'est en réalité ce qu'on mesure. Donc le débitmètre, le capteur, il va être pile au milieu. Et du coup, on connaît le diamètre, donc on sait en fait, par rapport au débit, ce qu'il y a comme quantité d'air à passer. Sauf que si on se retrouve avec un coude ici, et ben, c'est perturbé en fait. Entre la vitesse de passage va pas forcément être, la même partout, donc on va pas forcément avoir exactement, hem
le bon volume d'air mesuré par le débitmètre. J'espère vraiment que je suis clair. Partant de ça, donc je reviens à ce que j'ai dit par rapport au débitmètre. Donc lui, il envoie une info au calculateur. Donc si l'info est pas bonne de base, eh ben, on se retrouve avec un comportement moteur qui est pas exactement comme programmé par le mec qui a fait la carto, quoi, du calculateur. Donc j'espère plus ou moins être clair. Mais voilà, c'est assez complexe parce qu'il faut connaître le fonctionnement de tout le système, capteur, actionneur, le calculateur entre-temps. En plus, là, on a un papillon motorisé, il y a la boîte auto, donc c'est complexe. Mais voilà, dans l'idée, c'est ma théorie, qui en pratique se révèle être vraie. Et là, je rentre même pas dans le détail de vélocité, de plein d'autres choses que ça. Parce que là, du coup, on se retrouve sur du souple. Là, quand on aspire de l'air, là, ça bouge un peu ici. L'air, il est, voilà, c'est de l'air, mais mine de rien, la physique est pas tout à fait, constante, voilà, suivant les matériaux. Je m'embarque assez loin là dans mon explication, mais voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, le fait d'être sur l'admission d'origine, la cartographie du calculateur a été faite avec cette admission-là. Donc, toutes les compensations nécessaires ont été faites avec cette admission-là. Donc, si on met une admission différente, ouais, ça change la donne. Sachant qu'ici, on a un résonateur, donc c'est pareil, l'air il se comporte différemment dans l'admission, dans la tubulure. Je m'embarque extrêmement loin, mais voilà, c'est des petits détails comme ça qui font que ça change le comportement du moteur. Donc ça, c'est bon, j'ai plus qu'à fixer tout, nickel, parce que, bah, du coup, j'avais mis ça en temporaire, tu vois? C'est même pas vissé. J'avais mis ça en temporaire, pour valider le montage, avant d'être sûr que j'allais pouvoir remettre l'admission d'origine. Donc voilà, c'était l'explication version longue, à la moi, pour expliquer